bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Geek, avec, comme d'habitude, son lot de nouveautés et de chroniques. Je vais commencer tout de suite par les achats. Au niveau des achats, j'ai acheté le dernier tome de Gloire à Mégatron. Et là, Gloire à Mégatron, déjà, c'est le quatrième et dernier tome qui est proposé. Donc, chaque tome avec une couverture de couleurs, ça forme un ensemble très coloré qui est proposé par Colourpop, un prix un peu cher, 18,90 €, sachant que l'histoire Gloire à Mégatron finalement n'est présente que dans les 2 premiers tomes. Le 3e tome était un recueil de petites histoires qui permettait de compléter un peu le lore, et il en est de même pour ce dernier tome. Voilà. Des petites histoires courtes. Alors ce tome est peut-être le plus fin. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, c'est le plus fin. Du coup, il contient 4-5 épisodes, pour une centaine de pages, avec des styles graphiques très différents entre les parties. Je ne pas pour me déplaire, mais c'est plutôt pas mal. Donc, on a une histoire avec Optimus Prime et Ironhide, qui est certes sympathique, mais qui... Voilà, on a une histoire avec Starscream, qui à mon avis fait suite aux événements de Gloire à Mégatron, il me semble. Du coup, j'ai pas révisé, donc je me souviens plus. Une histoire avec Sunstreak, qu'on retrouve dans la partie, pour comprendre un petit peu où est-ce qu'il en est arrivé, même si je trouve que c'est un petit peu rapide, tout ça. Il y a une histoire avec Galvatron, voilà. Et Cyclonus. Là, j'ai eu un peu de mal à raccrocher les wagons pour savoir de quoi il en retournait. Une histoire avec Cup, qui est plutôt pas mal, qui est assez marrante. C'est quoi cette histoire? C'est avec Cup, ça aussi. Une histoire avec les humains, voilà, et notamment le militaire Witky, ça s'appelle comme ça. Witwicky, bien sûr, qui est intervenu dans les épisodes. C'est pas... C'est un tome, alors, peut-être à la relecture, parce que ça comble les trous. Puis on finit avec Bumblebee. Ça comble les trous et ça montre aussi ce qui se passe après, finalement. Donc, c'est pas si mal, mais voilà, je vous en ferai peut-être une review un petit peu plus détaillée de ce tome qui finalise effectivement cette saga chez Colourpop. Alors je ne sais pas s'ils continueront après, parce qu'ils avaient lancé ça dans le cadre de Transformers de la première génération pour faire un hommage, etc. Donc je ne sais pas, à suivre. On passe maintenant aux reviews. Et on commence tout de suite les reviews avec le premier titre, La main droite de Lucifer, un manga en 6 tomes de Naoki Serizawa. Alors je vous montre le premier tome. Le deuxième tome, bien sûr, que je vous montre à l'envers. Donc comme vous l'avez pu le voir, ça va être une histoire qui va tourner autour du médical. Une petite série avec un docteur voilà, qui s'appelle Yu Katsumi, qu'on retrouve ici, qui a fait 3 ans au sein d'une ONG dans un pays en guerre et qui revient au Japon avec la main droite tatouée de Lucifer, qui ne veut plus du tout exercer, mais les événements l'amènent à entrer dans une clinique privée, une clinique sur laquelle il va devoir remplacer le médecin parce que celui-ci a un problème de santé et du coup, du jour au lendemain, c'est lui qui va le remplacer. Alors, on retrouve, en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette petite série, c'est toujours assez... Alors, peut-être pas des opérations. Le style graphique est plutôt propre. Du coup, c'est assez marrant parce que je ne sais pas si c'est la vérité. Au Japon aussi, il y a vraiment des cliniques privées où tout le monde peut venir, ceux qui n'ont pas d'argent, les yakuza et autres. Parce que du coup, forcément, ils se retrouvent mêlés au milieu de la pègre,
qu'ils utilisent pour faire leurs différentes opérations, hein, suite à bagarre, suite à coup de feu, suite à coup de couteau. Et donc c'est lui avec l'équipe qui va les guérir, les soigner. Donc il a des liens avec la mafia, puis avec une espèce d'organisation tentaculaire libre qui a fait plusieurs. En fait, sur les 6 tomes, il y a une espèce de petit fil rouge avec ça, et un fil rouge aussi avec une personne qui a perdu la mémoire et qui à la fin des 6 tomes va la retrouver. C'est une série terminée en 6 tomes. Alors, je pense qu'elle a dû être arrêtée, écourtée peut-être un petit peu parce que les arcs se terminent, mais je pense que ça aurait pu continuer beaucoup plus. Alors, donc on a des mélanges entre opération, tranche de vie, histoire vis-à-vis de ce docteur et de son passé. On découvre son passé dans le premier tome, je crois, pour savoir pourquoi il a ce tatouage et qu'est-ce que ça signifie pour lui. Voilà, et comment ça va évoluer son rapport aux autres, sachant qu'au Japon, les tatouages sont très mal vus, et donc forcément, un médecin qui a un tatouage comme ça, en plus bien visible, c'est vrai que c'est assez détonnant. Voilà, donc un bon petit manga, j'étais assez surpris, je l'ai chopé en médiathèque. J'ai passé un très bon moment à le lire, en tout cas, c'était une bonne lecture. Si vous avez l'occasion, et si vous aimez cette ambiance un peu médicale, Yakuza, etc., ça fait le taf. Ça fait le taf. Moi, j'aime bien ce genre de petites séries. C'est des petites histoires genre urgence. Voilà, c'est un peu la même chose finalement. On passe maintenant à la deuxième review. Manga aussi. Pour cette deuxième review, je décidais de vous parler de Terraform Mars Asimov. Voilà. Dont mon ami Chronique d'Escobar a parlé récemment, et du coup j'étais assez curieux, suivant la série principale, de voir de quoi il en retournait, sachant que on a au dessin Boichi, avec au scénario Kenichi Fujiwara. Alors du coup on va suivre Asimov, qui est donc le commandant de l'unité russe de l'annexe, hein, qui va partir sur Mars. Donc là ça se passe avant, donc pour vous faire un très très rapide débrief sur Terraform Mars. Donc Terraform Mars, en fait, l'humanité se retrouve à un moment donné bloquée sur Terre et décide de terraformer Mars, donc en envoyant à la fois du lichen pour transformer l'atmosphère et pour que le cycle se fasse avec le lichen qui puisse être consommé, des cafards. Et du coup, 500 ans plus tard, quand ils reviennent sur Mars, les cafards ont grandement évolué, mais pas comme il l'imaginait. Et du coup, ça va être une véritable lutte sur Mars pour avoir des échantillons, puisqu'en fait, les premières missions qui sont venues sur Mars ont ramené un virus qui décime la population. Et donc, cette mission sur Mars internationale a pour objet de récupérer des échantillons afin de trouver le vaccin. Donc là, ça se passe avant, sachant que le gros point de Terraform Mars, c'est que les personnages principaux ont subi des opérations pour devenir des hybrides avec un organe qui s'appelle le mosaïque organe, qui leur permet de se transformer en fonction des espèces dont ils ont les gènes. Donc typiquement, notre ami Asimov, lui, a les gènes du crabe bleu. Donc il peut avoir des pinces, pas des pinces, mais enfin des carapaces qui lui poussent, ainsi que bénéficier des caractéristiques physiques de l'animal auquel il est associé, ce qui lui permet de faire des choses assez extraordinaires. Mais on peut aussi s'associer avec des plantes. Il y a plusieurs sortes d'associations possibles, donc ça donne quelque chose d'assez marrant, d'assez rafraîchissant. Et du coup, on va suivre cette équipe composée d'Asimov et de 3 autres personnes, hein, Elena, Ivan, son petit frère, et puis un autre personnage qui est intégré spécialement dans ces histoires, qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais ça me reviendra peut-être ou pas. Et donc du coup dans cette ambiance très post-apocalyptique finalement, mais pas trop, enfin c'est un peu bizarre en fait. Le monde de Terraform Mars, on a du mal à savoir si l'humanité est complètement ravagée, ou si on a un peu comme aujourd'hui, où on a des grosses avancées technologiques avec de la misère. C'est pas simple à savoir. Néanmoins, le groupe Asimov doit arrêter des transactions, puisque a priori on retrouve sur Terre des œufs de cafards, et donc il faut absolument arrêter ce trafic, parce que en fait avec les œufs de cafards, on peut transformer d'autres personnes en prenant le mosaïque organe et en faire
des êtres supérieurs, en tout cas des êtres transformés. Donc c'est un peu ça le principe. Je vais vous montrer quelques planches qui sont de toute manière, je ne sais plus si c'est écrit pour personnes averties. Si. Avertissement, le contenu de ce manga est susceptible de heurter la sensibilité de certains lecteurs. Oui, oui, parce que c'est à la fois, alors je ne sais pas si c'est Boichi qui implique ce type de choses, mais il y a du fan service partout. Partout. Voilà. Des positions du fan service, mais bon, et de la violence exacerbée. Mais sinon, il a un style vraiment très agréable. C'est un peu dommage que certaines choses soient comme ça. Donc, au cours de cette mission, le groupe va se rendre compte qu'il y a un adversaire très costaud, du coup, qui fait partie de ce groupe de terroristes. C'est pas très clair, terroristes mafieux, que je vais essayer de vous montrer, parce que du coup, on a quand même des scènes assez extraordinaires, je trouve. Mais est-ce qu'on a une belle vue? Voilà, on a un personnage qui fait au moins 3 mètres contre Asimov. Donc, voilà. Je dirais que le scénario est quand même assez simple. Donc, voilà, donc les personnes de la mafia qui se transforment parce qu'elles aussi ont subi une opération. Donc, voilà, ce qui rend les choses assez intéressantes, en tout cas plus équilibrées avec l'équipe d'Asimov. Alors le scénario est très simple, très simple. Il y a 2 tomes, mais en fait le scénario tient sur un ticket de métro. Globalement, il faut arrêter les méchants, et pour arrêter les méchants, on les tabasse. Alors on va mettre un peu de flashback pour expliquer qui est Asimov, qu'est-ce qui se passe, aussi de flashback sur le vilain, pourquoi, quelles sont ses motivations, etc. Ça reste tout de même assez simple, et surtout, c'est surtout sympathique pour les dessins. Voilà, ça donne un peu plus de tenue au lore de Terraform Mars, mais sans plus. Et puis surtout, comme je vous disais, moi j'ai été quand même assez gêné par tout ce fan service, très présent, trop présent, ce qui m'a un peu gâché la lecture des fois, parce que je me dis, bon, quel est l'intérêt? Plus des choses, je me demande même si c'est justement, c'est pour ça que je parlais de Boichi, est-ce que c'est Boichi qui a induit ça dans le scénario ou pas? Parce que je me suis posé la question, parce qu'il y a des choses il s'est fait plaisir pour les dessiner, en fait. Moi, je vois que ça. Alors, oui, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas le bon titre, le bon ouvrage. Donc après, les couvertures sont très classe. Par contre, contrairement aux autres dans Terraform Mars, il n'y a pas de variante, en fait. On avait une variante sur Terraform Mars, on les avait... les couvertures étaient différentes. Là, on nous a pas... Bon, c'est pas très grave. C'est chez Kazé. C'est une édition assez correcte. Un tome un peu plus grand, il me semble que celui-là déjà étant un peu plus grand. Un peu plus grand. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est plaisant. Et si vous êtes dans l'univers de Terraform Mars, c'est pas mal. Voilà. Bon, sur ce, on va peut-être passer à la dernière review de la chronique. Et pour cette dernière review, on va parler de Transformers. Et oui, parce que avec le tome 5 de la série publiée par Vestron, qui pour l'occasion change de nom en Transformers Warworld, et du coup ça reprend exactement la fin des 4 autres, avec un petit résumé qui permet de bien resituer finalement toute l'histoire. C'est plutôt une bonne chose, parce qu'on peut entrer directement dans ce tome-là, sachant que ça serait quand même un peu dommage, parce que là ce sont comme les épisodes 25 à 28 de la série, c'est-à-dire qu'on a quand même 24 épisodes qui précèdent. Bon, après, c'est effectivement, ça peut être une porte d'entrée, mais on rate certaines choses, sachant que là, on part directement des événements qui se sont passés précédemment, c'est-à-dire que précédemment, Megatron avait fait un coup d'État et pris en otage tous les sénateurs. Donc on est dans cette... Et en même temps, le Tether, qui est une espèce de câble qui relie Cybertron à sa lune, qui transportait de l'énergon, le câble s'est rompu, il s'est cassé, il est tombé sur Cybertron, ça a tué des milliers de Cybertroniens. Voilà, la Lune étant plus ou moins en dérive, enfin bref. Il y a Wheeljack qui est donc le premier robot qu'on peut voir qui est ici,
qui va essayer de résoudre les problèmes. Et là, il vient d'atterrir sur Cybertron. Et tout de suite, la première chose qu'on lui demande, c'est est-ce que tu es un Decepticon? Il dit bah, c'est quoi un Decepticon? Et il se fait tirer dessus, dire le bon état d'esprit sur Cybertron à ce moment-là. Et donc, cet épisode 25 est très important et très intéressant parce que, forcément, vous en doutez, les sénateurs vont être libérés et le Sentinelle Prime, qui est donc le dirigeant sur Cybertron, cet Autobot qui est ici, décide de se débrouiller tout seul, sauf qu'il n'est pas accompagné de la garde, etc. Et il va être pris à partie par certains, je ne sais plus comment on les appelle, voilà, par eux là, ces trois robots Transformers qui peuvent Decepticons qui peuvent se transformer en avion, qui s'appellent les Rainmakers. Donc il y en a un qui fait de l'acide, d'autres qui fait de l'énergie, et l'autre qui sont. Et donc forcément, Sentinel Prime, il est très très mal, quoi. Ça finit mal pour lui. Ça finit très très mal. Il est découpé en morceaux et Orion Pax réussi à le récupérer, et c'est à ce moment-là qu'il va se passer peut-être le moment que tout le monde attend dans la série. C'est le moment où ils vont récupérer la matrice. La matrice des Autobots, et donc c'est Orion Pax qui la récupère et qui fait le chemin au sein de la matrice par rapport à tout ce qu'elle peut représenter, tout ce qu'elle est. Et donc on a des vues un petit peu très sympathiques, en fait, un petit peu psychédéliques, pas trop quand même, hein. Ça reste limité. Mais du coup, on a quand même un parcours par rapport à la matrice, ce que c'est, etc. Et on finit sur, je ne m'appelle plus Orion Pax, mais mon nom c'est Optimus Prime. Et voilà, on a enfin Optimus Prime. Et Optimus Prime va faire ce qu'il faut pour empêcher Megatron d'avoir le pouvoir sur Cybertron. La guerre commence vraiment à ce moment-là. Donc là, ça devient... voilà, on est dedans. On est dedans, Optimus est là, Megatron aussi. Donc on va retrouver... Donc sur les 3 autres épisodes, on va retrouver plusieurs points de vue avec Targamax, qui était l'ancienne responsable des Ascenticons, qui se sont transformés en Decepticons, et du coup qui ne comprend pas trop ce que fait Megatron. On a tout un épisode sur la Lune, parce que la Lune est un endroit stratégique où il reste de l'énergon. Donc, voilà, donc les Decepticons veulent le récupérer, mais il y a encore des Autobots, donc ça donne des scènes plutôt sympathiques avec des robots géants aussi. Et même s'il y a des choses qui sont un peu bizarres, j'ai l'impression qu'il y a certains personnages qui ont disparu. Enfin, bon. Et après, on a tout un épisode avec Cyclonus et Sixshot, voilà, qui s'appelle Hunt. Et on finit sur Bumblebee qui lui aussi était en prison parce qu'il a tué le robot qui avait tué son protégé. Donc il s'est retrouvé en prison, et donc là il est sauvé par un contrebandier. Et, donc, et là où c'est intéressant, c'est que en gros, on retrouve Dissosaurus, qu'on avait vu aussi dans un numéro spécial, donc dans un spin-off. Du coup là, les spin-offs ont un sens, parce que du coup, on voit bien pourquoi il est là, pourquoi il rêve, et de qui il rêve, et pourquoi ça se passe comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc un tome qui est un peu plus fin que les autres, parce qu'il ne contient que 4 épisodes, donc c'est un peu plus court, c'est un peu moins cher, mais c'est pas... Voilà. Et du coup, on commence à faire les liens avec les autres, avec les petites mini, avec tout ce qui se passe, parce que dans les mini, on avait justement tous les autres personnages qui se mettent en place dans le cadre de cette confrontation entre les Autobots et les Decepticons. Donc ça reste une lecture toujours très agréable. En tout cas, moi j'apprécie bien ce monde des Transformers, qui fait forcément écho à l'aspect nostalgique, même si les dessins animés des années 80 sont très mauvais, à part le film. Et encore, même le film, il a aussi ses défauts, mais la série, et puis surtout en français, c'est un désastre. Un désastre. Bref. Donc, sur cette chronique est terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Voilà, on peut discuter via les commentaires. Vous pouvez discuter sur me contacter via mes autres réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis ciao.